Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe. Aujourd'hui, je suis à Climbing District en compagnie de Alexis Landau. Comment vas-tu ? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Dans cette vidéo, à caractère podcast interview, on va discuter de free solo et même plus précisément de free solo urbain. Mais qu'est-ce que le free solo, me direz-vous? C'est l'ascension sans aucun système de sécurité de façades d'immeubles à main nue. Ce sont des gens qui escaladent et qui risquent leur vie pour escalader des immeubles. C'est une pratique à la fois illégale et très dangereuse qui divise énormément le monde de l'escalade. Cependant, ce sont des performances très médiatisées, tant pour leur côté spectaculaire que dangereux. On pense notamment à plusieurs reportages, dont celui sur Netflix Free Solo avec Alex Honnold, mais cette fois-ci, on pousse le délire encore plus loin. Netflix vient d'annoncer un tout nouveau projet avec Alex Honnold. L'objectif est de grimper une tour de plus de 100 étages à Taïwan à main nue. Encore un projet de free solo, mais cette fois-ci urbain et en plus diffusé en live sur Netflix. Et c'est justement ce projet-là qui, moi, m'a perturbé et a fait que j'ai pris la parole sur les réseaux. Ce projet me dérange énormément sur plusieurs aspects. C'est un projet de free solo, donc déjà, ça veut dire que la santé du grimpeur est mise en danger. De plus, c'est de l'escalade urbaine qui est illégale. En plus de tout ça, c'est une performance qui est réalisée en live, c'est-à-dire que s'il y a le moindre accident ou quoi que ce soit, ce sont des centaines voire des milliers de personnes traumatisées. Et pour couronner le tout, c'est diffusé sur Netflix, c'est-à-dire à un grand public qui n'est pas du tout averti. Le gros problème du live en plus, c'est qu'il n'y a aucun contexte qui est mis autour de la performance et autour de l'ascension. Une personne qui débarque sur le live à n'importe quel moment a absolument aucun contexte quant à la performance du grimpeur. C'est notamment pour toutes ces raisons-là cumulées que j'ai pris la parole sur les réseaux pour exprimer mon mécontentement quant à ce projet. Cependant, la diffusion aura lieu quoi qu'il en soit. Du coup, je me suis dit que le plus intéressant, au lieu de critiquer sans savoir, c'était de s'interroger quant à ce projet, de mettre du contexte autour de tout ça et d'échanger avec des professionnels dans le domaine pour pouvoir contextualiser toute cette performance pour que vous ayez les clés pour comprendre ce qui se passe avant la diffusion. Du coup, qui de mieux pour éclaircir un petit peu ce sujet qu'un professionnel dans le domaine tel que Alexis. Ah, c'est gentil, merci. Alexis qui a déjà grimpé plusieurs buildings, tout ça, on va essayer de s'intéresser à sa discipline, de comprendre un petit peu sa démarche et puis on va essayer de vulgariser tout ça pour que vous puissiez comprendre ce qui est bien, moins bien et qu'on puisse débattre en donnant un petit peu nos avis respectifs sur le free solo urbain et le reportage d'Alex Honnold qui est prévu pour fin janvier. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons discuter avec Alexis pour savoir qu'est-ce que le free solo urbain, quel est son rapport à ça, quel est son rapport à l'anxiété, à la mort, quel est son entraînement, quels sont les paramètres qu'il peut contrôler, l'aspect rémunération, célébrité et les raisons pour lesquelles il pratique cette activité. Et ensuite, dans une seconde partie, nous parlerons du reportage Netflix avec Alex Honnold en apportant du contexte autour de celui-ci, en évoquant nos premières impressions et son point de vue quant à ce reportage, ainsi que les répercussions que ça peut avoir à la fois dans le monde de l'escalade que dans la vie de façon générale. Nous aborderons les problèmes liés à cette diffusion, le fait de toujours plus repousser les limites de la performance et du spectacle. On aborde aussi les accidents dans cette discipline, l'impact que ça peut avoir sur les autres et sur ses proches. Et on aborde également tout l'aspect société du spectacle, médias, et on a des échanges assez philosophiques à ce sujet. Mais alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Du coup, est-ce que tu peux te faire une petite présentation s'il te plaît ? Bonjour à tous. Je fais du free solo urbain, on peut dire. Je pense que c'est le meilleur mot pour l'expliquer. En gros, je grimpe en solo des gratte-ciel par la façade. Donc je passe pas par la trappe ou je grimpe pas des échelles pour faire des fautes en haut. Je grimpe vraiment la façade, tu vois, comme Alain Robert faisait et comme quelques grimpeurs faisaient aussi avant. C'est une discipline, c'est vrai, qui est complètement en marge et on le voit aujourd'hui avec les réseaux qui prend effectivement une ampleur assez inédite. Assez inédite non, parce qu'à l'époque d'Alain Robert, quand on parlait d'escalade, en fait, tu vois, dans les années 90, une fois sur deux, c'était pour parler d'Alain Robert, évidemment. C'est vrai. Mais en tout cas, sur les réseaux, voilà, on voit les choses d'un autre œil. Et effectivement, il y a beaucoup de confusions qui peuvent être faites, etc. Mais voilà, pour résumer, je grimpe des gratte-ciel en solo, dans la continuité d'Alain. Du coup, pour que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce que c'est que le free solo ? Alors le free solo, c'est le fait de grimper alors à l'origine, ça vient du milieu de la falaise évidemment. Ouais. C'est le fait de grimper en free
donc vraiment sans aide. Tu vois, voilà, c'est. Et en plus de ça, tu grimpes en solo, donc là sans corde. Donc c'est sans aide, sans corde, toi et la ligne et le sommet. Ok. Donc free solo, toi tu es plus dans le game urbain, donc tout ce qui est plus gratte-ciel, tour, etc. Toi, comment tu considères ça? Est-ce que tu considères comme un sport, comme une discipline, comme une passion, comme un mode de vie, tu vois même? Comment tu perçois cette discipline? En fait, tout ce que tu viens de dire est correct. Et ça dépend de quel angle on décide de regarder la discipline. Ouais. Moi, j'ai choisi l'urbain. C'est pas vraiment moi qui ai choisi l'urbain, c'est qu'en fait, depuis tout petit, j'ai été fasciné, j'ai été passionné par le fait de grimper, tu vois, sur les gratte-ciels. Quand j'étais petit, je voyais, il y avait un gratte-ciel en face de chez moi, depuis chez ma mère. Et plus je grandissais, tu vois, en taille, plus je pouvais le voir et je rêvais de grimper. Et évidemment, j'ai commencé l'escalade très tôt. Enfin, je veux dire, depuis que je sais marcher, j'essaie de grimper. Mes parents m'ont inscrit à l'escalade à Entrebloc. Ok, ouais, je vois, j'ai déjà grimpé en plus. À l'ancienne. Stylé. Dans laquelle je grimpe toujours d'ailleurs, quand je suis pas blessé. Mais du coup, voilà, ils m'ont inscrit direct parce que j'étais intenable. Tu vois, je grimpais partout, dehors. J'étais intenable, quoi. T'as un côté un peu hyperactif, tu penses? Quand j'étais petit, un petit peu, pas non plus hyperactif. Quand je dis intenable, c'est qu'en fait, dès que j'avais le dos tourné, j'étais en haut d'un parc-mètre, en train de grimper sur une barrière. Et au bout d'un moment, c'est pas qu'ils avaient peur, c'est qu'ils étaient ils voulaient m'encadrer, tu vois. Donc ils m'ont mis à l'escalade. Et au début, je voulais pas du tout, parce que moi, tu sais, je voulais faire le truc de mon côté, tu vois, dans la rue, vraiment. Et en fait, j'ai complètement adoré. Ça a cliqué direct, tu vois, en moi. Et j'ai commencé l'escalade du coup à Entrebloc à 7 ans. J'en ai 25 aujourd'hui, donc si je me trompe pas, ça fait 18 ans. Mais oui, ça a cliqué direct. Et puis du coup, la passion de l'escalade, le fait de voir tous ces gratte-ciels, j'aurais grandi en montagne, sûrement que j'aurais fait du solo en montagne, falaise, peut-être, complètement. Mais j'ai grandi dans cette jungle urbaine, tu vois, avec des montagnes urbaines de partout, en rêvant de les escalader. Puis j'ai découvert le parcours à mes 16 ans, 16-17 ans. Et là, je veux dire, évidemment, le fait d'utiliser le mobilier urbain comme terrain de jeu, évidemment que ça, dans ma tête, en fait, ça s'est connecté avec mes rêves d'enfant. Tout s'est connecté, voilà. Et puis quand j'étais enfant, j'étais un grand anxieux. Enfin, je suis toujours un grand anxieux, mais quand j'étais enfant, j'avais des vrais problèmes d'anxiété encore plus forts que maintenant. J'étais suivi par un psychiatre pour ça, etc. Donc c'était vraiment assez important, assez conséquent. Et en fait, j'ai très peur de la mort. Beaucoup de la mort, mais en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement peur de la mort. J'avais plus peur de l'absence de contrôle qu'on a face à la mort. J'avais peur de ne pas pouvoir la voir arriver, de n'avoir aucun contrôle face à cette dernière, aucun levier d'action. Et assez vite, je me suis rendu compte que quand je grimpais, quand j'étais notamment sans corde, quand je devais en fait compter uniquement sur mes capacités, toutes ces peurs-là s'effaçaient complètement. Disparaissaient, tu étais plus dans le moment présent. Exactement. Et tu te rendais vraiment compte. J'étais dans le présent, dans l'ici et le maintenant, tu vois. Et le fait d'être complètement présent, ça faisait que j'avais plus aucune peur, plus aucune... alors, j'utilise le mot névrose au sens clinique parce qu'on est tous névrosés de quelque chose, tu vois, plus ou moins après, voilà. Et là, tout ça s'en va, en fait. Et le chaos mental se tait et laisse place aux sensations absolues. Et ça, j'ai vécu pour la première fois quand j'avais 7-8 ans. Mon père m'avait emmené en Corse, on faisait une rando, tu vois, un peu avec des rochers un peu partout, il y avait un peu de dénivelé, tu vois, là. Enfin, rien évidemment, enfin, une rando faisable par un enfant de 7 ans, hein, attention, mais... Et puis il me fait grimper sur un rocher qui est vraiment assez haut, avec des passages évidemment en dalle et tout. Voilà, j'avais 7 ans, j'allais pas faire un solo en dévers. Mais en fait, mon père est un peu parfois excessif dans sa démarche, dans le sens où ça l'a pas dérangé de me faire prendre un peu des risques. Et il me tenait, il m'aidait un peu. C'est pas un grimpeur, donc évidemment on parle pas de quelque chose qui est dur à grimper. On parle de quelque chose qui est pour un adulte, je pense vraiment. C'est même pas, c'est pas l'escalade, hein, évidemment. Là. Mais enfant, j'ai eu pour la première fois cette sensation-là. Pour la première fois, j'avais plus peur de la mort. J'avais plus d'anxiété. Pour la première fois, j'étais vraiment vivant dans l'instant présent. C'est limite thérapeutique en fait cette pratique pour toi. T'en as besoin en fait pour te sentir bien, pour te sentir vivant. Ça part de là. Évidemment, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est la quête de la performance. C'est une recherche esthétique aussi, tu vois. Parce que évidemment, j'ai construit mon univers esthétique dans la ville. J'ai construit mon univers esthétique avec ces grandes tours froides, déshumanisées, tu vois. Oui, les grands bureaux, les grands... Ça, voilà, un monde qui n'est plus du tout humain, qui est presque... En plus, aujourd'hui, les quartiers d'affaires sont très déserts avec le télétravail, donc il y a vraiment un côté, tu vois. Moi, dans ma tête, je vois comme un mélange entre Blade Runner et Sin City, tu vois. Un truc un peu futuriste, néo-noir, tu vois. Très froid, très sombre, très brut. Et évidemment, j'ai construit mon univers esthétique là-dedans. Mais l'origine du truc, d'un point de vue psychologique, c'est cette recherche dans l'instant présent où en fait tout est tu et il n'y a plus que le mouvement et les sensations. Et ça, c'est un truc que
que j'ai que en faisant ça, quoi. Donc, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, toi, comme tu l'as dit, ça fait combien d'années que tu as dit que tu t'entraînais et que tu fais de l'escalade? En gros, je fais l'entrebloc la première fois quand j'avais 7 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 25. Donc, Ok, donc ouais, ça fait 15, 16, 17, ça fait 18 ans. Ah bah j'ai réussi le calcul, le mental. J'aimerais bien qu'on aborde l'entraînement que tu as en escalade déjà tout court, l'entraînement aussi que tu mets en place pour faire ces ascensions et l'aspect légalité ou non de faire ces ascensions et les toits de Paris. Carrément. Un peu le côté- Alors les toits de Paris, c'est un truc complètement à part. Pour le coup, c'est vrai que je fais un peu touche à tout. Donc du coup, ça peut entretenir, le fait que je fasse plusieurs choses différentes, peut entretenir les amalgames entre les différentes disciplines, puisque je pratique différentes disciplines, donc on peut les mélanger quand on regarde uniquement ce que je fais, mais aller sur les toits de Paris, faire de la calisthénie extrême et de l'escalade urbaine en solo, c'est des trucs qui ont pas vraiment... Faut juste, le seul point commun, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. Voilà. Oui. Okay. Au niveau de l'entraînement, bon, je vais peut-être te décevoir parce que la réponse, elle n'est pas du tout tu sais, excentrique. Bah, je m'entraîne comme tous les grimpeurs, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai un objectif précis. Donc évidemment, je vais m'adapter en fonction de quel effort je vais devoir faire. Donc voilà, je vais essayer de faire pas non plus que du bloc, tu vois, pour un effort qui va être entre l'aérobie et l'anaérobie lactique, tu vois. Mais après, voilà, mon entraînement, globalement, c'est de la voie, c'est avec du bloc. Je sais taper dans les 3 filières. Donc aérobie, anaérobie lactique, anaérobie lactique. D'accord. Donc en gros, ARC, voie et bloc, en gros. Mais alors avant, je faisais des circuits où je mélangeais. C'est quoi pour les gens qui savent pas trop ce que c'est, anaérobie lactique, anaérobie tout ça là? En gros, c'est une vulgarisation. Et je dis pas ça pour faire le mec, je dis ça parce que mes connaissances s'arrêtent là. mais en fait, c'est une vulgarisation sur la manière dont le corps. De quelle manière le corps produit l'énergie. Est-ce que ça va être l'oxygène, donc l'aérobie, la marche, ça va être un jogging modéré, tu vois, si tu fais un 20 km, voilà. Et ensuite, il y a l'anaérobie lactique. Alors là, bon, c'est là où il y a des débats, pas tout le monde est d'accord, il y a des gens qui disent c'est l'acide lactique, il y a des gens qui disent non, ça n'a rien à voir. En gros, c'est un effort que tu peux tenir sur la durée, mais ce qui va t'amener à l'échec de cet effort, ça va pas être la force pure, ça va pas être la contraction musculaire, et ça va. Il y a peu de chances que ce soit uniquement, en tout cas, les fibres musculaires, le volume musculaire, tu vois. Enfin, le volume au sens fibres musculaires, pas au sens volume d'entraînement. Mais après, bon, je pense que tout ça, tu connais beaucoup mieux que moi, mais bon, oui, on parle pour le. Une partie, mais c'est bien d'expliquer un petit peu. Oui, et puis en plus, c'est des sujets où c'est toujours intéressant de voir différents angles, parce qu'en vrai, ça peut être vu de différentes manières. Et puis ensuite, le plus facile, l'anaérobie lactique, c'est juste la force pure. Donc là, c'est simple, il y a plusieurs facteurs évidemment, mais alors si on parle que du recrutement musculaire, attention, pas de la technique, etc., mais si on parle juste du recrutement musculaire, donc à technique égale, à souplesse égale, ça va juste être 2 facteurs, c'est en gros la contraction musculaire, la contraction nerveuse et le nombre de fibres musculaires. Voilà, c'est en gros quel pourcentage de tes fibres musculaires tu vas pouvoir contracter, donc à quel point tu as une contraction nerveuse, ça part du cerveau, quoi, tu vois, c'est le système nerveux efficace sur un pourcentage de fibres, et puis à quel point tu as des fibres musculaires prêtes à être contractées aussi. Et nous, les grimpeurs, on essaie de plutôt bombarder sur ce premier facteur, parce que c'est là qu'on peut avoir un rapport poids-puissance plus intéressant. Mais bon, après, ça dépend de chacun, tout le monde a des génétiques différents. Il y en a, tu vois, ils vont s'entraîner en force. Et puis, c'est comme ça, leur facteur limitant, ça va être le nombre de fibres musculaires. Donc, quand ils vont s'entraîner, ils vont prendre de la masse musculaire. Inversement, il y en a, leur facteur limitant, ça va plus être la contraction musculaire. Donc, quand ils vont s'entraîner, le premier facteur à bouger en termes de progression, ça va être la contraction nerveuse. Et à ce moment-là, c'est le mec qui progresse bouger. Là, on a tous différents. Après, voilà, là-dessus, je pense pas qu'on peut pas faire du biohacking non plus, au point de, tu vois, changer sa biologie, mais par contre, oui, on peut mettre en place des astuces pour essayer d'orienter plus l'un ou l'autre, quoi, c'est sûr. Mais voilà, du coup, donc, mon entraînement, en gros, ça va être d'isoler ces 3. Enfin, alors avant, justement, ce qui est marrant, c'est qu'avant, je faisais des mélanges, des entraînements où je mélangeais un peu tout, tu vois, dans la même séance et puis même dans le même circuit. Je faisais de l'aérobie, tu vois, j'étais sur une verte à entre-blocs, tu vois, dans le dévers, donc tu sais, sur une voie de 8 mètres, tu vois, en dévers. Je descendais la verte, tu vois. Je délaye, je me dis j'ai le droit de délayer que quand j'ai la tête en bas, donc vraiment en dévers, tu vois. Mais je suis sur des bacs, tu vois, donc voilà. Ensuite, je pars sur la violette aller-retour, ce qui est l'équivalent des rouges à Arcos, si je me trompe. Oui, c'est ça, de rouge à Arcos. Ensuite, je suis fatigué, je repars sur la verte. Mais ensuite, par contre, je fais genre 3 fois la bleue aller-retour. Donc là, par contre, je suis vraiment dans l'anaérobie lactique pure, tu vois. Ensuite, je repasse en ARC, pas en ARC du coup, parce que j'isole pas la filière, mais du coup, je repasse en aérobie. Tu vois, et en fait, j'ai parlé avec des coachs qui m'ont dit que c'était pas optimal. Du coup, j'ai changé ça il y a 8 mois. Je me suis blessé il y a 4 mois. Donc, en gros,
quelques mois avant de me blesser, j'ai changé ça parce qu'on m'a dit que c'était pas optimal. Ouais. Donc c'était mieux d'isoler les filières énergétiques apparemment. Donc du coup, j'ai changé ça. Maintenant, j'isole les filières énergétiques. Donc soit je fais vraiment d'aérobie pur, soit du bloc pur, soit de l'ARC. Enfin, le bloc. Bon, généralement, quand tu fais du bloc, tu fais que du bloc. Après, vraiment. Mais en gros, voilà, j'essaie d'isoler ces filières-là avec un gros volume. Et est-ce que une fois que tu as repéré une ascension à faire, par exemple, tu t'entraînes différemment spécifiquement pour ça? Parce que c'est des préhensions que tu retrouves que sur cette ascension et c'est un mouvement relativement répétitif. Du coup, est-ce que tu as un entraînement particulier avant de faire Ouais, alors globalement, alors oui, mais beaucoup moins que ce à quoi on pourrait penser en fait. Ce à quoi on pourrait s'attendre. En fait, 98% de mon entraînement il est généraliste. Parce qu'en fait, c'est ça. La force pour être complet, exactement. Ouais. Voilà, et puis même en fait, l'endurance, tu vois, l'anaérobie lactique et tout, c'est avant tout des compétences générales. Alors évidemment, par exemple, j'ai oublié les noms, mais je sais que par exemple, les fléchisseurs qui permettent de faire ce mouvement et ce mouvement, c'est pas les mêmes tout à fait. Okay. Je sais que le recrutement des muscles, c'est pas tout à fait les mêmes pourcentages des mêmes muscles qui travaillent. Donc, effectivement, il y a des spécificités quand même, mais globalement, les fléchisseurs travaillent tous à l'unisson. Oui. Donc, en fait, bon, voilà, qu'on s'entraîne, tu vois, sur tel type de prise ou tel type de prise, l'entraînement que je vais faire en salle, il va se refléter sur les gratte-ciel. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Par contre, effectivement, là où oui, il y a des grosses différences, c'est qu'avant chaque ascension, je fais du repérage, je fais souvent l'entraînement spécifique, et après, là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ça peut être 15 minutes d'entraînement spécifique. Attention, évidemment, quand j'ai 15 minutes, je suis toujours bien préparé. Et quand je me lance une ascension de 15 minutes, c'est toujours, je sais ce que je fais, je sais que voilà, c'est juste que je sais que j'ai pas besoin de faire plus de spécifique. La tour, je la connais, je vois bien qu'elle est régulière, tout va bien tenir et je me dis ok, c'est bon, je me lance. Tu vois. Et parfois, par contre, à l'inverse, ça me prend un an, le temps d'être sûr, le temps de me dire ouais, mais peut-être que là, tu vois, ce type d'effort-là, je devrais peut-être plus le travailler, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de règles quoi, mais oui, il y a vraiment un repérage avant spécifique de se dire, en fait, c'est pas tellement le type de prise. Ça va être plutôt le type d'effort, tu vois. Est-ce que ça va être un effort linéaire sur la durée? Est-ce que, par exemple, les mouvements sont pas très physiques, mais est-ce que je vais devoir les faire sur 150 mètres sans m'arrêter une seule fois, tu vois, sans pouvoir même juste délayer? Et là, c'est pas du tout le même effort que si je peux faire un truc un peu plus intense, mais où je peux délayer une ou même deux mains tous les 3 mètres, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, comment tu gères la peur dans ces efforts-là? Quel est ton rapport à la peur tout court? Alors, mon rapport à la peur, c'est que je suis un énorme anxieux. Je vais te dire, par exemple, hier, true story, tu vois. Hier, j'ai fait un saut au-dessus du vide, tu vois. Moi, c'est du parcours. J'ai fait aussi 4-5 ans de parcours, donc voilà. Mais pas comme l'escalade. J'ai pas le même bagage quand même, voilà. Mais j'ai fait un saut au-dessus du vide, tu vois, d'un toit à un autre. Et avant ça, en fait, je devais rejoindre des amis à moi. Ma copine et un ami avec moi avec qui j'ai fait le saut. Et en fait, j'étais en retard. J'étais en retard parce que je tournais un autre podcast et j'ai pas vu l'heure passer. Okay. Et j'ai eu une montée d'anxiété en prenant, tu vois, en voyant l'heure et que j'étais en retard. En allant sur le chemin, j'avais mon cœur qui battait, je tremblais, j'ai fait vomir, tu vois. Ah oui, ok. Donc j'étais vraiment, j'avais de l'anxiété. Heureusement, c'est pas toujours comme ça évidemment, mais j'étais vraiment dans le mal. Après, le manque de sommeil et les 4 cafés que je me suis tapé avant n'ont pas dû aider, mais et en face du saut. Ouais, je me sens bien, bien en l'air, j'étais super bien. Ouais, parce qu'en fait, tu focalises ton esprit sur une chose précise, genre le saut, et c'est le seul truc sur lequel tu dois te concentrer. Ça, ouais. Le reste, tu t'en fous parce que il faut que tu réussisses ton saut, quoi. Voilà, donc, ton esprit se canalise en fait. C'est ça, le souci c'est de se focaliser sur les choses qu'on contrôle pas. Ouais. Et dès que j'arrive à me focus sur quelque chose que je contrôle, si je sais, alors après attention, si je sais que j'ai les capacités, que je me sens à l'aise, en fait si je le fais pour les bonnes raisons, si je le fais parce que ça m'apporte, et pas juste, alors évidemment il y a le côté performance, j'ai envie de se repousser ses limites, faire des choses dangereuses, mais ça c'est un prérequis secondaire. C'est-à-dire que le premier prérequis c'est, est-ce que je le fais d'abord pour moi en fait, pour me mettre dans cette situation qui je sais va m'apporter des choses dont j'ai besoin, va me faire me sentir bien, tu vois. Et une fois que ce prérequis-là est rempli, ça y est en fait, tu vois. Alors, c'est marrant parce que là, je me suis senti bien avant de le faire. Aucune montée d'adrénaline. Genre, c'est vrai que ça peut paraître bizarre et même moi, j'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai plus d'anxiété dans mon lit, tu vois, le matin au réveil que quand tu réfléchis, voilà, en sachant que j'ai fait un saut de 5 mètres, tu vois, au-dessus du vide avec genre 30 mètres de vide, tu vois. Alors, et je dis pas grimper un gratte-ciel. Parce que pour le coup, avant de grimper un gratte-ciel, j'ai de l'anxiété. J'arrive pas à m'en débarrasser, c'est horrible. J'ai de l'anxiété et tout parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je contrôle pas avant de grimper un gratte-ciel. La sécurité, la météo, tu vois. C'est plus long, c'est un effort long. Et par contre, heureusement, une fois que je commence à grimper, tout ce chaos mental, toute cette anxiété s'en va. Une fois que je suis à 10-15 mètres, une fois que je suis vraiment à une hauteur qui est dangereuse, tu vois, genre j'ai plus le droit à l'erreur. En fait, une fois que j'ai plus le droit à l'erreur, ça y est. Ça y est, je me sens enfin bien.
Et là, je suis concentré sur mon effort. Est-ce que là, mon avant-bras, je peux faire encore 5 mètres ou je risque de dober? Est-ce que là, tu vois, mon pied, il est bien placé? Ce genre de choses. Et en fait, je suis enfin dans l'instant présent et là, je me sens bien. Est-ce que tu as déjà annulé une ascension en dernière minute parce que niveau météo, ça allait pas, ou parce que ça glissait, ou parce que tu te sentais pas dans le bon mindset avant de faire une ascension? Comment tu réagis par rapport à ça? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Et c'est à cause de cette foutue météo, mec. C'est horrible. Enfin, je veux dire, on dirait que la météo se fiche de moi. Tu sais, genre, je veux grimper et hop, il se met à pleuvoir, il y a des averses, tu vois, de nulle part. Tu sais, alors que en juillet, il fait beau et tout ça. Donc oui, ça m'arrive souvent. Rarement à cause de l'anxiété, parce qu'en fait, l'anxiété, j'ai appris à comprendre que c'est un signal de mon corps et rien de plus. Tu vois. Quand j'arrive à la dépasser et à ne pas avoir ces signaux-là, tu sais, d'avoir les jambes lourdes, d'avoir cette immobilité, d'avoir les épaules lourdes, les poils qui se hérissent, toutes ces choses-là, la vision périphérique qui se rétrécit, tu vois. Quand j'arrive à pas ressentir ces symptômes-là, tu vois, de l'anxiété, je pense que c'est l'adrénaline et le cortisol, c'est le mélange des deux hormones, j'imagine, je connais rien. Mais quand j'arrive à ne pas avoir ce truc-là, je sais que c'est bon, je peux y aller. Si je sais que moi, je suis bien dans mes baskets, que je suis prêt, que je sais que logiquement, je suis prêt, tu vois. Maintenant, si je peux pas le faire physiquement parce que mon corps m'en empêche et je vais écouter ça, tu vois, comme signal. C'est important d'avoir les deux, en fait, d'avoir le côté instinctif, tu vois, purement instinctif, en fait, et le côté aussi rationnel, logique, de me dire, non, mais là, je sais que je peux pas le faire, ou là, je sais que je peux le faire. Tu vois. Ok. L'escalade, comme tu la pratiques, tu penses que c'est pour quel type de personne? Parce que très clairement, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des disclaimers à mettre autour de tout ça. Genre moi, je me vois absolument pas faire ça dans ma vie pour plein de raisons, que ce soit de peur, je me verrais pas faire ça, le côté légalité, le côté, enfin, moi, j'en suis incapable et je veux pas forcément aller dans ce délire-là. Je comprends la discipline, je comprends la démarche, mais est-ce que toi, il y a des gens qui viennent te voir en te disant je veux faire ça? Et tu vois qu'ils le font peut-être pas pour les bonnes raisons ou qu'ils n'ont pas le bon mindset et tu te dis en fait il y a quand même un peu de prévention à faire autour de tout ça pour pas que n'importe qui le fasse et éviter peut-être des accidents parce que toi de par ton passé je pense que tu as rencontré plusieurs personnes qui pratiquent cette discipline sûrement pour des raisons un peu comme toi, tu sais, très profondes, très thérapeutiques et tout. Comment tu vois un peu ces nouvelles générations entre guillemets qui arrivent et les profils de grimpeurs qui veulent faire cette discipline? En fait, justement, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il y a des gens qui le font parce que ça leur correspond, et il y a des gens qui le font, et heureusement, ces gens-là, généralement, quand ils le font pas pour les bonnes raisons, généralement, en fait, ils ont des bâtons dans les roues suffisamment tôt pour pas qu'il y ait d'accident. Mais oui, il y a des gens qui le font pas pour les bonnes raisons. Il y a des gens qui pensent que ça va les rendre riches et célèbres. Alors, faites autre chose si vous êtes riche et célèbre. Franchement, non mais je veux dire, on est 5-6 à faire ça dans le monde. On est très très peu à en vivre. C'est très très marginal, quoi. Okay. Personne n'a le salaire d'une célébrité en faisant ça. Enfin, à part évidemment, voilà, oui, Alain qui était super connu, oui, qui lui était une vraie célébrité internationale. Donc oui, voilà, lui, c'était une vraie célébrité internationale, mais c'était une époque particulière aussi. C'était une époque où pas tout le monde faisait des sports extrêmes. Il y avait les médias qui relayaient énormément ce que tu faisais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc les gens s'informaient avec les médias. Et quand tu avais une bonne présence médiatique, c'est bon, tu étais une célébrité. Et puis lui, il a fait ça pendant des années, etc. C'était d'abord une légende de l'escalade en falaise. Donc, avant même de faire du solo, quoi. C'est ça. C'est ça, et puis les choses sont bien faites du coup, parce que s'il y a bien une personne qui mérite en fait son succès, c'est lui, donc ça va plutôt bien, donc tu vois, c'est chouette. Mais je veux dire, c'est que voilà, faut pas penser que vous allez avoir la célébrité d'Alain Robert en faisant ça, et si vous faites ça pour ces raisons-là, c'est pas des bonnes raisons, et je sais que ça peut paraître bête de dire ça, parce qu'évidemment, je pense que personne qui regarde va vouloir faire ça pour être riche et célèbre, mais il y a des gens qui pensent devenir, et puis il y a des gens qui veulent faire ça pour être riche et célèbre. Je vais pas donner de nom en particulier, même si j'aimerais bien, mais oui, il y a des gens il y a des gens voilà, qui font ça vraiment parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir des stars ou qu'ils vont, tu vois. Puis d'ailleurs, parlons un peu de la dimension financière, tu vois, de cette discipline. Toi, comment tu fais pour en vivre? Parce que je suppose que tu dois avoir des délires de sponsors ou quoi, mais les sponsors, il y en a, ils peuvent totalement se dissocier de cette pratique qui est dangereuse. Je sais que tu avais aussi ta chaîne YouTube, mais qui s'est fait totalement ban parce que considéré comme sport trop dangereux par YouTube et tout ça.
Comment toi tu arrives à en vivre et comment ça se passe parce que c'est un milieu qui est quand même pas facile. T'as pas choisi le plus simple pour. C'est clair, ouais. C'est pas le milieu le plus simple. Je suis pas à plaindre non plus. C'est vrai parce que pour moi, dans tout le sport, tout confondu, sport extrême, pas sport extrême, le sport le plus dur où vivre, c'est l'escalade. Justement, j'en ai déjà parlé avant. Le problème de l'escalade, c'est qu'il y a énormément de pratiquants. Je veux dire, tu vas dans une boîte parisienne, tu as la moitié des gens qui font l'escalade à la pause de midi. Mais il y a très peu de gens qui suivent l'escalade parce qu'en fait, il n'y a pas de grand chose à suivre. Attention, ne tapez pas dessus. À part les performances sur le rocher, mais ça, c'est vrai, malheureusement. T'as les compètes, les perfs sur le rocher. Il y a quasiment que des sportifs pros qui suivent les performances des autres sportifs pros. Ouais. C'est l'inverse, tu vois, c'est l'inverse du MMA par exemple. Le MMA, c'est un sport, genre t'as pas beaucoup de gens qui pratiquent. Honnêtement, tu vois, j'en ai fait 6 mois. Faut en avoir envie, tu vois. Ouais. Pour rentrer une semaine sur deux avec un œil au beurre noir, pour tu vois, avoir des foulures, des entorses, te prendre des patates de mecs qui comprennent pas le principe de sparring léger, tu vois, ils comprennent pas le principe. Faut en avoir envie, tu vois. Et du coup, il y a très peu de pratiquants. Mais par contre, il y a énormément de gens qui suivent, qui regardent, qui sont fans, etc. Et ça, c'est super bien pour les disciplines. Et le problème de l'escalade, c'est que c'est l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, mais beaucoup de pratiquants. Donc ça laisse pas du tout de place pour les sportifs pros. Tu vois, je pense à des sportifs... je ne vais pas dire des noms parce que ça n'a pas d'intérêt, mais il y a plein de sportifs qui sont super bons. Ouais. Qui ont mis, tu vois, des sportifs qui ont mis des 9A, voilà, des 9A blocs, tu vois. Et c'est vrai que ces personnes-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui les soutiennent objectivement par rapport, quand tu regardes la popularité de l'escalade et les gens qui soutiennent les meilleurs grimpeurs blocs du monde XT, il n'y a pas beaucoup de gens. Et attention, ce que je dis, c'est hors circuit olympique. Là, c'est autre chose, évidemment, tu vois. Donc c'est vrai que l'escalade, c'est un milieu qui est très dur. Parce qu'en plus, l'escalade, tu as l'escalade en milieu naturel, l'escalade en bloc, en diff, en voie. C'est ça, ouais. L'escalade, tu as l'alpinisme. C'est fractionné. Tu as les disciplines plus urbaines comme toi qui sont plus marginales et qui. Voilà. Ouais, alors ça, c'est encore à part. C'est vraiment encore autre chose, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filières. Et, non, mais ouais, c'est clair. Et puis, pour te répondre par rapport à moi, je compte pas trop mis sur le milieu de l'escalade, tu vois. J'ai eu quelques collabs et tout, c'était super sympa et je suis très reconnaissant d'ailleurs que des gens du milieu de l'escalade m'aient fait confiance parce que je sais bien que ma discipline divise. Déjà, le solo, ça divise. Alors du solo, en plus, pas du tout conventionnel comme ça, qui en plus, je peux le comprendre tout à fait, pas vraiment compréhensible, tu vois. Beaucoup de gens se disent mais pourquoi il fait ça, tu fais des gratte-ciel, etc. Donc c'est vrai que je compte pas trop sur le milieu de l'escalade déjà de base. Mais voilà, l'escalade, c'est déjà un milieu qui est vachement compliqué. Et moi, de mon côté, mes sources de revenus, c'est plutôt tout ce qui va être cascade. Ouais. Cascade pour des marques, pour des marques, tu vois, pour des événements. Tout ce qui va être aussi un peu speech en entreprise, tu vois. Bon, ça, j'en fais assez peu, mais c'est quand même aussi une source de revenus. La monétisation. Alors, quand je dis la monétisation, YouTube, comme tu l'as dit, je me suis fait supprimer ma chaîne par YouTube parce que le contenu était trop dangereux. TikTok, laisse tomber, si je fais un compte pendant un moment, si je faisais un compte avec juste Alex Celando dans le titre, il se faisait il se faisait supprimer instantanément. Ah ouais, genre t'avais mot-clé. C'était un truc de ouf. Et en fait, il me reste Insta, ça paye pas, enfin il n'y a pas de revenus. De rémunération liée directement. Il n'y a que Facebook en fait qui m'autorise à être sur la plateforme. Et en fait, Facebook, ça paye plutôt bien, tu vois, par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc j'ai la monétisation Facebook. J'ai aussi, alors attention Facebook, s'il vous plaît, n'allez pas voir parce que Facebook c'est vraiment une machine à billets pour moi, rien de plus. Je veux dire, c'est pas là où je mets des contenus qui me tiennent à cœur. C'était avant sur YouTube ou alors sur Instagram, sur les formats longs. Ouais. Mais voilà, donc il y a ça, il y a quelques placements de produits aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de source de revenus, stable, tu vois. Très c'est fixe, par-ci, par-là, tu vois. Est-ce que je vais jouer dans une pub, tu vois, s'ils ont un mec qui grimpe un gratte-ciel ou qui saute d'un toit à un autre, tu vois, ils vont me prendre moi. Enfin moi, pas forcément que moi évidemment, mais je veux dire, je suis dans les choix possibles, tu vois, donc voilà, c'est un peu mes sources de revenus diverses qui en fait effectivement n'ont rien à voir avec des sponsors plus traditionnels. De toute façon, les sponsors traditionnels, là, est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? À part quelques exceptions, aujourd'hui les sponsors c'est réservé en fait au circuit olympique, au football. Quand je parle de sponsors traditionnels, je parle pas de placement de produits. Je parle vraiment d'avoir un dossard top dans leur discipline. Ouais. Exactement. C'est des disciplines très très conventionnelles où en fait je sais qu'il y a déjà des millions de spectateurs sur le moindre événement sportif, tu vois, comme le football, le MMA où les mecs ils ont des marques dans le dos. Parce que là il y a des gens qui vont regarder la marque, qui vont vouloir acheter et l'utiliser pour leur propre discipline. Mais généralement, même dans l'escalade aujourd'hui traditionnelle, il y a encore du sponsoring, attention, mais généralement c'est souvent en fait des placements de produits. Pour cette deuxième partie, on va parler de ce qui nous a amené en soi à cette discussion.
c'est un post que j'avais fait sur Instagram où je disais que je n'étais pas forcément d'accord avec le concept de Netflix qui a annoncé un reportage en live de Alex Honnold qui fait une ascension de la tour 101 à Taipei. Et voilà, je n'étais pas forcément fan de ça. Du coup, j'ai fait un post un peu coup de gueule sur les réseaux. Alexis y a répondu et je pense que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir échanger par rapport à ça, par rapport à sa vision de pratiquant, ma vision de grimpeur safe où je considère avoir une certaine responsabilité pour vous éduquer et vous transmettre des choses correctes à faire pour que vous grimpiez, preniez du plaisir sans vous faire mal. Et du coup, on a deux disciplines qui sont intéressantes à confronter en termes de point de vue et je pense qu'on va pouvoir commencer à en parler. Clairement, après, jusqu'à dans mon cas à moi, il n'y a pas tant de confrontation de mon côté parce que je suis avant tout un grimpeur aussi de salle même, tu vois, même pas de falaise. Enfin, j'ai grimpé 3 fois en falaise dans ma vie, dont 2 fois quand j'étais enfant. Donc, tu vois, mais ouais, carrément, avec plaisir. Ouais. Du coup, quel est ce projet en fait? C'est Alex Honnold qui est un grimpeur de free solo, un des meilleurs au monde, je pense. Je crois qu'on va le présenter, je crois. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'attarder là-dessus, qui a déjà fait des ascensions extrêmement difficiles, sans corde, sans système de sécurité, qui est, je pense, on peut facilement le dire, l'un des meilleurs athlètes au monde, d'ailleurs, au côté mental, physique et performance. Après, on sera peut-être pas objectifs tous les deux parce qu'on fait l'escalade, mais oui. C'est vrai, mais bon, objectivement, il faut que les gens comprennent, tu vois. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment quelqu'un, c'est quasi intouchable, tu vois, en termes de niveau, tu vois, que les gens comprennent Daddy ça. Honnold. C'est ça. Du coup, il y a Netflix qui va faire un reportage sur Alex Honnold. Enfin, pas un reportage parce que Netflix, en gros, va filmer Alex Honnold lors de son ascension d'une tour en live. Donc moi, en fait, il y avait plusieurs choses qui me perturbaient un petit peu dans ça. Notamment le fait que c'était pas justement un reportage. C'est ça. Vraiment juste le live où Barry, tu connectes, bam, tu vois le mec quand on est grimpé, il n'y a pas de contexte, quoi. Donc l'escalade, très bien. Le free solo, on en a parlé un petit peu avec toi au début. Je comprends l'idée et ça a permis de pas mal expliquer la démarche. Le free solo urbain, c'est ta discipline, on l'a quand même pas mal abordé, donc vous avez compris que c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur et qui c'est limite thérapeutique. C'est pas genre vous allez à votre salle d'escalade, vous vous amusez, vous faites ça quoi. C'est archi marginal, il y a très peu de personnes qui le pratiquent, très peu de personnes qui en vivent, ça reste quelque chose de très dangereux et c'est des athlètes qui vous pratiquent. Et illégal en plus dans le cadre du solo urbain. Voilà, exactement. Du coup, moi, il y a ça, il y a ce côté illégal du solo urbain, free solo qui est quand même très dangereux, Netflix qui a une médiatisation et une portée énorme et pas sur un public averti sur cette discipline. Et le fait que ce soit fait en live, moi, c'est ce qui me perturbait vraiment beaucoup parce qu'il y a ce côté vraiment curiosité morbide qui, moi, me perturbe, tu vois, sur le côté live. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette annonce de reportage? Eh bien, au début... De cette annonce tout court, d'ailleurs. Le premier truc que j'ai pensé, c'est quelque chose de très égoïste. C'était... Enfin, égoïste. Pas pour moi, mais pour ma discipline. C'était de me dire, mince, j'aurais aimé que s'il y a un gros événement, peut-être le plus gros événement depuis le début des années 2000 lié à l'escalade urbaine, j'aurais aimé que ce soit un représentant de l'escalade urbaine qui la fasse. C'était mon premier réflexe. Alain Robert, Alain Robert, exactement. Moi, ça aurait été... évidemment, j'aurais... En plus, Alain Robert... Taipei 101, alors attention, ce sont les mots d'Alain. Je ne suis jamais allé à Taipei, je sais pas, mais il m'a dit que c'était une grimpe qui était facile. Ok. Donc, il a peut-être pu. Par rapport à Alain aussi, encore une fois, on remet encore dans le contexte. Mais on a fait une échelle de cotation avec Alain. Ok, en free solo pour ça, ok. C'est Alain Robert, c'est aussi quelqu'un qui a grimpé des gratte-ciel toute sa vie. C'est une légende de ce domaine-là, mais c'est pareil, il est intouchable. C'est inexplicable. C'est inexplicable. En fait, c'est quoi? C'est un ovni un peu. Quoi. Complètement. Oui, je pense que là, il faut faire quelques mots en fait sur Alain, si je peux faire d'abord quelques mots. Et après, Alain, c'est bon. Alors, je suis pas neutre évidemment quand il s'agit de parler d'Honnold. Mais tu le connais personnellement, du coup. Mais je suis encore moins neutre quand il s'agit de parler d'Alain. Évidemment qu'Alain, pour moi, c'est l'athlète le plus incroyable de l'histoire de l'humanité, si on va me demander. Voilà, rien que ça. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est Alain et moi, on est radicalement différents. Enfin, on a des personnalités qui sont aux antipodes. Mais on s'entend bien, attention, je dis pas. Voilà, mais d'un point de vue personnalité, c'est marrant, on est très différents. Et par contre, je pense que pas grand monde se rend compte à quel point Alain est incroyable. Je pense que vraiment peu de gens se rendent compte parce que même parmi les grimpeurs, ce mec a fait des solos en falaise que personne n'a jamais fait avant et que personne ne refera.
Parce qu'il faut avoir le talent et la folie en fait. Ben tu vois. ça, surtout Attention, la folie aussi, pas le mal. talent aussi, parce que mec, la nuit du lézard, Courage Fillon, Pol Pot, c'est des voix que déjà, je sais pas combien de personnes les ont grimpées, mais Ouais. on parle de voix ultra aléatoires, ultra. Et la folie, bien évidemment, il faut être fou pour faire une voix en fait aussi aléatoire, en dehors de la difficulté intrinsèque des mouvements, le facteur aléatoire de la voix. Et attention, quand je parle de folie, c'est positif, hein, c'est une éloge, mais. Et ensuite, il est allé sur les gratte-ciel, il a fait de la grimpe urbaine pendant si je ne me trompe pas, 1 décennie et demie ou 2 décennies à son prime. Puis il a continué jusqu'à aujourd'hui, encore il continue sur des choses plus faciles évidemment, enfin à 62, 63 ans. Mais même là, j'ai même là parce qu'il était en dehors de son prime, tu vois, enfin il avait 30, 35 ans, enfin non, 30, 35 ans en vrai, non, ça va, en escalade encore bien en voix, mais. Alors c'est des trucs déjà que je pense personne d'autre ne refera parce qu'il y a une question morphologique de base, parce que ses doigts sont super fins, il peut crocheter des fissures extrêmement fines, il a fait des trucs super engagés, à vue. C'est Alain, voilà, donc pour remettre les choses dans leur contexte, Alain a fait des trucs que en grimpe urbaine, il faut avoir déjà en fait grimpé un gratte-ciel pour te rendre compte du délire, tu vois ce que je veux dire? De à quel point c'est lunaire, quoi, ouais. Exactement, et pour la grimpe en falaise, faut se rendre compte du délire en fait. Faut regarder des vidéos des voies, tu vois, où tu regardes des photos où tu comprends que là en fait il arrive sur un bidois, un plat bidois si tu veux, sur un jeté où en fait tu vois pas la prise. Donc évidemment t'as beau faire la voie 1000 fois et à un moment t'es pas sûr d'arriver pile au bon endroit, tu vois. Non, c'est lunaire. Maintenant que cet éloge est fait, parenthèse fermée. Donc Alain a dit que cette tour était facile. Et vu qu'on a créé une échelle de cotation, il avait dit qu'en gros c'était comme Montparnasse, mais plus facile que Montparnasse. Tu vois. Donc, quand je dis Montparnasse, je parle de la voie principale, pas de langue. Donc, voie, genre, moi je vois une tour, je vois pas de voie. Oui, Montparnasse. Parce qu'en fait, parfois sur les tours, tu as plusieurs voies, t'as plusieurs faces, et avec des carreaux différents, parfois tu as une fissure, parfois tu as des carreaux. Par exemple, j'ai fait la tour Franklin 3 fois, sur 3 voies différentes, une fois sur les carreaux, une fois dans une fissure et une fois dans un angle, où là tu as 2 fissures, mais qui sont étroites, tu dois vraiment tirer sur les mains. Je pense que c'est la voie la plus dure, enfin c'est super physique. En fait, c'est pas du tout technique, c'est le truc du bois où tu tires dans les mains, tu daubes, c'est horrible. Mais pour te répondre, moi je vois les choses sous 3 angles différents. Déjà, quand j'ai vu cette annonce, le premier angle c'était un angle égocentrique, de me dire j'aurais aimé en tant que pratiquant de grimpe urbaine et presque même en tant que spectateur aussi, j'aurais aimé que ce soit Alain qui le fasse, ou même un autre pratiquant de grimpe urbaine, même quelqu'un. Évidemment, moi j'aurais kiffé, mais même d'un point de vue personnel, j'aurais adoré faire ça. Le cachet, j'imagine qu'il est énorme. Je pense que je réalise même pas comment il pourrait être, tu vois. Donc évidemment que j'aurais adoré le faire moi-même, mais même quelqu'un d'autre, tu vois. Évidemment Alain, mais aussi même un autre pratiquant, tu vois, Titouan, Anthony, enfin tu vois. Je me suis dit, ça aurait été trop cool que quelqu'un de la grimpe urbaine le fasse. Bon, ça c'est mon avis complètement personnel, parce que d'un point de vue de la vision de l'image de la grimpe urbaine, même presque d'un point de vue image, même d'un point de vue business, tu vois, je me dis, ça aurait été classe que ce projet ouf, alors je dis ouf pas forcément en termes de difficulté, mais en termes de grandeur, de portée, il soit fait par un représentant de la grimpe urbaine. Ouais, première impression, tu as eu grimpe urbaine bénéfique pour le sport, bénéfique pour la discipline, pour tout cas. Mais c'était pas d'un point de vue pour égocentrique. Maintenant, donc ça c'était de mon point de vue à moi, ce truc-là, ça a l'air, moi je me dis que ça a l'air sympa à regarder, j'imagine que je sais même pas si je vais regarder, mais je veux dire, voilà, ça peut être sympa. Attention, alors, ça je veux dire après, ça dépend comment c'est fait. En fait, j'adore après pour faire la conclusion, mais donc ça c'est d'un point de vue égocentrique. D'un point de vue d'Alex. Alors d'un point de vue d'Alex, bon, je vais jamais parler directement, mais je sais que ça fait des années qu'il a envie de grimper ce gratte-ciel. Ça fait des années qu'il projette de faire ce gratte-ciel en solo et qu'il a envie de le faire. Donc lui, c'est un projet qui remonte quand même à il y a un moment quand même, peut-être même avant que je commence moi-même la grimpe urbaine. Donc lui, c'est un projet vraiment qui lui tenait à cœur et que Netflix lui a permis de faire de façon entre guillemets légale aussi. Vu que c'est ça, oui, c'est ça. Bah, complètement, entre guillemets, complètement légal. Du coup, pour Alex, ça serait limite bête pour lui de refuser. Vu pour lui, je pense que c'est... Mais pour lui, c'est tout bénef. Oui. De toute façon, il n'a aucun intérêt à refuser. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas à quel point ça lui tient à cœur ce projet, mais ça fait longtemps qu'on en entend parler, que voilà, je sais que ce truc-là, il était déjà allé, il y a des années en arrière pour le tester. Il était allé parce qu'il voulait le grimper, voilà, c'est un vrai projet pour lui. Et il va recevoir un chèque, à mon avis, qui est titanesque. Donc, je veux dire, pour lui, c'est tout bénef. Il n'a aucune raison de ne pas le faire. Et puis, ça lui donner encore plus de notoriété. Et j'imagine que, même si il a, je pense, dépassé son prime, enfin, je pense, c'est toujours intéressant pour lui. Et maintenant, d'un point de vue objectif, c'est là que, en fait,
Moi, mon avis sur ça, c'est qu'on peut pas encore savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer quelque chose. Est-ce que ce sera en bien? Est-ce que ce sera en mal? J'en sais rien. Quand je dis en bien, en mal, c'est pour l'image de la grimpe, pour nous individuellement, nous grimpeurs urbains. Qu'est-ce que ça va faire? Ça peut avoir un effet vraiment négatif, comme ça peut avoir un effet vraiment positif aussi pour nous, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant parce que toi tu vois l'effet positif, négatif à la fois du côté monde d'escalade et à la fois côté grimpe urbaine parce que tu pratiques ça. Et là où moi, pour l'instant, je réfléchis plus le côté monde de l'escalade vu que c'est ce que je pratique. Enfin, escalade, je parle escalade sportive, escalade de loisir, tu vois, comme ce qu'on a derrière nous. Genre, je vois ce genre d'impact plus de cet aspect-là. Et après, oui, tu vois, comme toi, tu es un pratiquant de free solo urbain, le contenu que tu fais quand même, tu documentes, tu mets quand même pas mal de contexte autour. Moi, tu vois, c'est un peu ça qui je trouve, me manque dans la façon dont c'est fait. C'est dommage. L'aspect live, je trouve que c'est compliqué de mettre une dimension, de mettre un contexte qui explique la démarche. Typiquement, tu prends un reportage, tu peux avoir le reportage où tu vois la visualisation du pratiquant, tu vois son projet, tu comprends son mindset, tu comprends beaucoup plus qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, pour quelles raisons elle le fait, l'entraînement qu'elle a eu derrière. Et ensuite, l'ascension, c'est l'achievement du truc, c'est l'objectif. Et tu le vois a posteriori. Donc tu le vois, en soi, si ça sort, tu sais que théoriquement, ça s'est bien passé. Tu vois. Oui, c'est ça, si tu vois la toute fin, et puis c'est contextualisé, c'est documenté. Je suis avec toi. Et là, l'aspect live, tu as zéro contexte, tu sais pas si ça va bien se passer. Du coup, tu as une curiosité étrange par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu complexe pour le grand public de pop là-dessus et de voir toutes ces images. Tu vois. Côté éthique purement, tu vois, et s'il tombait, que tout le monde voit. J'ai envie de dire là-dessus, bon, ça regarde Alex, tu vois. S'il est prêt à prendre le risque, encore une fois, Taipei, c'est apparemment, attention, je sais rien, mais apparemment, d'après Alain, c'est pas une grimpe difficile du tout. Vu son niveau, ça devrait aller. Voilà, exactement. Donc là-dessus, bon, je pense que Alex est très confiant, je pense, très très confiant, j'imagine. Et puis surtout, il a pu repérer la tour avant. Maintenant, sur le côté... En fait, dans l'idée, je suis complètement d'accord avec toi. Le côté live, ça manque cruellement de contexte. Et ça, c'est un vrai souci pour les gens néophytes, pour les gens qui ne sont pas grimpeurs, qui vont tomber dessus et qui ne vont pas comprendre. Maintenant, le choix d'Alex Honnold, c'est en soi un contexte. Parce que Alex Honnold, il est connu pour Free Solo, le film, je veux dire. Et du coup, tous les grimpeurs le connaissent. Tous les gens qui vont regarder ce live, à un moment entendre parler de Free Solo, vont le voir. Et pour moi, du coup, les néophytes qui vont jamais grimper un gratte-ciel sans sécurité et risquer leur vie, ils vont pas, s'ils savent pas, c'est pas très grave. Tu vois, bon, voilà, ils ont leur divertissement. Alors, ce que je dis, c'est pas très grave, c'est pour leur propre sécurité. Maintenant, le côté société du spectacle, etc., c'est un vrai problème. Et là, c'est un problème de société. Parce que ça fait des gros titres, quoi. C'est, tu vois, c'est les trucs les plus extrêmes, genre Alex Honnold, très recherché, Free Solo, live. Et puis, tout un spectacle aujourd'hui. Enfin, c'est dramatique. Il y a plus de. La réalité, on s'en fiche. La performance, on s'en fiche du moment que, à un moment, les étoiles sont dans les yeux. Voilà, du moment que les gens en ont plein les yeux. Finalement, la réalité, on s'en fiche, qui compte faire du spectacle, et ça, c'est un vrai souci, tu vois. Et attention, je dis pas que ça va être fake ou quoi. J'espère qu'Honnold aura l'éthique de pas être fake le truc. Et il y a une petite partie de moi qui a peur qu'à un moment, tout peut être possible. Tout peut être possible. Parce que tu vois aussi le fait que ce soit en live. Je suppose que tu auras aussi plein de spectateurs en bas pour regarder, tu vois. Parce que vous, quand vous faites des ascensions, en soi, tu grimpes, tu vas capuche quand il n'y a personne, hop, tu grimpes, et puis ensuite il commence peut-être à y avoir un peu du monde en bas, des moments, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais tu t'envoies pas un rendez-vous à tout le monde, à telle heure je vais faire ça, sinon tu as la police qui t'attend et qui t'empêche de grimper, tu vois. Ça, Là, Alex, je suis sûr que tu vois, même s'il y a du délai, très probablement sur le live, il y aura beaucoup de personnes en bas qui seront là pour regarder la performance en direct. Je ne le souhaite pas, mais pour X raisons, tu as toutes ces personnes qui peuvent être traumatisées s'il arrive un accident. Après, ce qui est très peu probable pour Alex, mais quand même, tu vois, il y a une dimension différente quand tu as autant de monde aussi qui te regarde, enfin, je sais pas. Là, que ce soit en live Netflix ou pas, que ce soit Honnold, que ce soit moi, que ce soit Honnold qui fait ça bien carré, machin, ou que ce soit moi qui le fasse, tu vois, à l'ancienne, tu vois, OG, illégal, le capuche, je cours, bam, je grimpe. Ça change rien, hein. Si je tombe, c'est pareil, les gens sont traumatisés. Bon, là, c'est une balle contre mon camp gratuite, hein. Tu vois, mais pour le coup, bon, que ce soit Honnold ou moi ou n'importe quelle personne qui risque sa vie devant un public, il y a le risque, effectivement, c'est ce risque-là. Après, bon, pour parler de ce truc-là, pour aller plus le côté effectivement éthique et si on tombait, etc.
il y a une chance qu'on tombe, toujours. Cette chance, elle est minime. Cette chance, alors dans le cas de Node là, elle est vraiment minime parce que c'est Taipei 101, voilà, c'est un grimpe qu'il a pu répéter je ne sais pas combien de fois, qui apparemment a des super bonnes poses. Il sera suivi par une équipe, le moins de problème. Les mecs qui arrivent des bouts, je pense qu'en une minute, le gars, il est sauvé. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de risques. Quand on grimpe en solo, à la Vandale, on va dire, voilà, pour simplifier, on sort de la voiture, on cache le sac à Manizi, on le met direct, on court vers la tour, on commence à grimper, tu vois. Et ensuite, arrestation, tout ça. Il y a plus de chances effectivement que ça se passe mal, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe derrière qui nous suit. Mais ça reste une chance qui est, selon moi, pas plus que d'avoir un accident de la route. Quand quelqu'un prend le volant, tu vois, et juste, voilà, il y a des accidents, ça arrive. Et je veux dire, qu'est-ce qui est le plus traumatisant entre voir un corps à 100 mètres tomber où tu vois rien, c'est-à-dire tu vois pas la tache de ketchup par terre, tu vois juste un truc tomber, et passer sur la route à côté d'un accident où tu vois un mec en lambeaux. Maintenant, malheureusement, si t'es un peu sur Twitter ou que t'es un peu sur les réseaux, on est tous tombés sur des vidéos gore, tu vois. À choisir, mon choix est vite fait, hein. Je préfère voir un corps tomber à 100 mètres que de voir et bon, voilà, la mort fait partie de la vie, et c'est vrai que je pense pas qu'on devrait la cacher sous prétexte que oui, il est possible qu'à un moment je tombe et qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait me voir tomber. C'est très égoïste ce que je dis là, évidemment, parce que oui, c'est toujours mieux si personne ne me voit, mais je veux dire, si t'es aux endroits au mauvais moment, tu vois, un moment dans Paris ou dans une grande ville, tu vas voir un corps déchiqueté par terre, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais tu vois, pour moi, le free solo, à la base, c'était peut-être plus en falaise, dans ma conception des choses en tout cas. Bêtement, Où si quelqu'un grimpait en extérieur, si pour X raison il lui arrivait quelque chose, ça concerne que lui et sa passion et sa propre personne, tu vois. En urbain, il y a plus de monde forcément qui côtoie cet environnement. Et vraiment, tu vois, tu as des gens qui peuvent être traumatisés sans avoir rien demandé à personne. Je suis d'accord. Moi, c'est plus ça qui me perturbe dans la discipline. Là où, en soi, si tu le fais sur une falaise, beaucoup moins de personnes sont concernées parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui côtoient cet environnement aussi. Et des personnes qui n'ont rien demandé, qui peuvent, pour X raisons, avoir peur aussi, tu vois, ressentir la peur à travers vos performances. Après, bon, ça... Il y a des gens, tu sais, vraiment, qui ont des grosses anxiétés, qui ont des grosses peurs, qui... C'est vrai, non, je ne nie pas ce truc-là. Et ce que tu dis, c'est super intéressant, et je suis d'accord avec toi, hein, tu vois, mais alors, je répondrai à ce côté-là après, mais pour le côté peur, oui, c'est vrai, ça fait un peu peur, mais enfin, ça laisse pas... je vais pas traumatiser quelqu'un parce qu'il me voit grimper sans accident, je veux dire, tu vois. De ce qu'on m'a dit, moi, bon, je suis pas encore mort pour l'instant, donc évidemment, j'ai pas traumatisé quelqu'un en tombant. Jusqu'ici, j'ai eu que des réactions positives, même parmi des gens qui étaient super flippés de me voir grimper. Et je sais ce que ça fait, hein, parce que quand je vois grimper quelqu'un, ça m'est arrivé 2 fois de voir quelqu'un grimper un gratte-ciel, collègue, tu vois. Ah, je suis stressé de ouf. Mais bon, une fois que le mec il arrive en haut, t'en gardes que des bons souvenirs. C'est pas non plus... Oui, ça fait peur. Et oui, je suis d'accord avec toi dans le principe. C'est-à-dire que dans le concept de intégrer quelqu'un qui n'a rien demandé dans ta démarche personnelle, je suis d'accord. Dans le concept... rien à redire, c'est pas le but, et moi c'est ce que j'évite aussi, tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Maintenant en pratique, quelqu'un qui me voit grimper, ça lui laisse que des bonnes choses positives s'il me voit pas tomber. Ça peut faire peur aux gens, et je vais dire un truc un peu égoïste, mais si quelqu'un est vraiment traumatisé de me voir grimper, si tout se passe bien, c'est qu'il faut que cette personne sorte un peu plus de chez elle aussi, tu vois. Je veux dire, déjà qu'il y a aussi du travail à faire de son côté. Je veux dire, si la personne elle est traumatisée de voir quelqu'un grimper, de voir quelqu'un prendre d'external, prendre des risques et s'en sortir sain et sauf, et genre ça l'empêche de dormir. Enfin, je vois mal ça arriver, dans le sens où je vois mal ça arriver, quoi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment négatif de rappeler que le danger existe, que le risque existe, que faire des choses non conventionnelles ça existe, et que le risque nous entoure, mais que quand il est contrôlé, quand il est préparé, ça se passe bien, tu vois. Je pense pas que que ce que je laisse aux gens quand ils me voient arriver en haut, ce soit une image négative. Oui, quand tu arrives en haut, oui, ça c'est sûr. Je pense pas que, voilà, au pire, je les énerve. Ça oui, par contre, je mange des insultes, j'entends, hein, tu sais, sur les 10 premiers mètres, les gens m'insultaient, etc. Tu vois, ça énerve énormément ce que je fais, tu vois, ça, j'en ai conscience, mais bon, ils s'énervent, c'est leur problème, tu vois. Attention, c'est leur problème. Moi, je suis ouvert au discours, hein, de toute façon, tu vois, à la base,
discours, il vient à la base d'un désaccord, tu vois, donc notre rencontre, je veux dire. Donc moi, je suis très ouvert à ça. Mais bon, si les gens si je les énerve au point de m'insulter quand je commence à grimper, parce que le fait que quelqu'un décide de risquer sa vie alors que ça n'a aucun impact sur eux, bon, là, c'est pas mon problème, c'est le leur, quoi. Mais par contre, voilà, pour le côté éthique de tomber, je suis d'accord. Quelqu'un qui me voit tomber, encore une fois, oui, je l'intègre dans quelque chose qu'il n'a pas demandé. Mais on est toujours intégré dans les choses qu'on n'a pas demandé. Et surtout quand surtout nos accidents qui sont bien pires que ça, tu vois. Et je pense pas que ça arrivera. Encore une fois, j'ai moins de chances de tomber. Même sur les réseaux, en soi, on est intégré dans plein de choses qu'on n'a pas demandé. C'est ça, je veux dire, la mort nous entoure. Je suis pas sûr que se mettre des œillères, tu vois, se mettre les mains devant les yeux, ce soit une bonne solution pour se prévenir des traumatismes de ce genre-là. Et au niveau peur, danger, tout ça, toi, tu as une chérie, Alex Honnold, il a une famille et des enfants. Comment se positionnent vos familles ou vos proches de façon respective par rapport à ça? Tu sais, comment se positionne la famille, les amis, les conjoints respectifs, tu vois? En vrai, je suis chaud de faire une dernière phrase sur ta question d'avant. Vas-y. Juste pour dire quand même, je suis d'accord avec toi. J'intègre des gens dans quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Et c'est vrai, s'ils me voyaient tomber, probablement que ça les traumatiserait au moins un minimum. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un mal que je continue de le faire en connaissance de cause. C'est encore pire, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est un mal que je continue en conséquence de cause parce que je sais que déjà, je pense pas que je vais tomber. Et que dans le cas où ça arriverait, il n'y a pas plus de chances que cette personne-là me voit tomber qu'elle tombe sur un truc bien plus gore que me voir tomber de loin, tu vois, sur l'autoroute. Donc c'est vrai, je me dis oui, il y a une petite chance, mais c'est quelque chose que je suis prêt à encourir en mettant ma propre vie en jeu. Parce qu'a priori, pour l'instant, j'ai donné que du positif aux gens. Personne n'a dit ça m'a traumatisé, je dors pas la nuit parce que je t'ai vu grimper une tour et arriver au sommet. C'est ce que j'allais dire. Proportionnellement, ta pratique, tu vois plus un impact positif sur les autres qu'un impact négatif. Du coup, en ratio, ça génère plus de positif, donc tu l'acceptes plus et tout. Ouais. C'est ça, voilà. Bon. Mais par contre, tu sais, moi c'est drôle parce que je déteste intégrer des gens dans ce que je fais. D'ailleurs, quand je grimpe, j'essaie d'avoir le minimum, le moins de personnes possible, tu vois. Je préviens personne, j'essaie de prévenir le moins de gens possible parce que j'ai envie d'être tout seul dans ma démarche, tu vois. Et j'aime bien quand je grimpe un gratte-ciel sans qu'il y ait personne d'ailleurs aux alentours, sans qu'il y ait de témoins. Ça arrive, tu vois, le Tour Cristal, il n'y avait pas vraiment de témoins. Les Tours Marc Royal, il n'y avait pas vraiment de témoins. Ça arrive assez souvent et franchement, je préfère largement, tu vois. Et tes proches, comment ils se positionnent par rapport à ça? Parce que moi, je sais que typiquement, si je dois rentrer chez moi, ma mère me dit t'es bien rentré. C'est peut-être un peu trop, tu vois. Mais toi, dans cette dimension-là, tes proches, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que tu leur dis quel jour tu vas faire une ascension? Est-ce qu'ils ont peur pour toi? Parce que moi, rien que pour rentrer le soir, des fois, je reçois un message. Je fais bon, ça va tranquille, tu vois. Normalement, je suis rentré chez WAM. Non, mes proches Mes proches sont flippés, évidemment. Évidemment, comme tous les gens qui font du sport extrême, tu vois. Parce que quand tu tiens avec quelqu'un, c'est normal de se faire du souci ou de s'inquiéter pour elle, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, je comprends tout à fait mes proches. Et d'ailleurs, au début, c'était assez dur pour eux, donc ça m'embêtait vachement. Aujourd'hui, ça s'est passé bien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Maintenant, ils comprennent qu'en fait, si je survis une fois ou 2, ça peut être encore du hasard. Peut-être j'ai eu de la chance, tu vois. Si je survis 20 fois, c'est que c'est pas du hasard. Il y a beaucoup moins de hasard. C'est que le facteur le plus important, en tout cas, c'est pas le hasard. C'est l'entraînement, c'est la préparation, c'est en tout cas quelque chose qui est contrôlable, qui est maîtrisable, parce que sinon le hasard ferait que je serais mort là bien avant. Du coup, paradoxalement, plus je grimpe, plus ça rassure ma famille aussi, tu vois. Okay. Donc à ce côté-là positif, je me dis plus je vais grimper, plus je vais leur montrer que je suis capable de faire ça et que je suis pas fou, plus ils vont être rassurés aussi. Donc, et comment ça s'est passé la toute première fois où tu as fait une ascension? Parce que ça vient progressivement quand ils ont vu que ça s'est bien passé, mais la toute première fois, je suppose qu'ils ne devaient même pas comprendre ta démarche aussi, peut-être au début, tu vois. Parce que là, maintenant, on discute. On a vu quand même Alain Robert, Alex Honnold faire différentes ascensions. On commence à comprendre un peu votre philosophie de vie, les raisons pour lesquelles vous le faites et tout. Au début, tes parents et tout, ils ne devaient pas comprendre. Ils devaient se dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui lui passe par la tête. Je suppose que le mindset était difficile à comprendre et l'ascension devait être terrorisante pour eux. Alors, non, mais ouais, j'aurais pas dit. La première fois, j'aurais absolument pas dit, bien sûr. C'est resté caché pendant plus d'1 an. Ensuite, j'étais un peu plus âgé.
Donc j'ai grimpé un autre gratte-ciel. Et là, ils l'ont vu dans un journal, je crois, ou dans un... Mais c'est mon fils qui fait ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et là, en fait, le truc était sorti dans un journal. Et je préférais leur dire d'abord plutôt qu'ils le voient. Et c'est là que c'était pas facile. C'est vrai, leur montrer au début, leur expliquer. Ce qui était pas facile, en fait, c'était de leur expliquer que je suis pas fou et que je sais ce que je fais, etc. Parce que c'est la première fois. Mais il faut savoir que mes parents, ils me connaissent depuis tout petit. Bon, oui, c'est mes parents, quoi. Et du coup, ils savent que je suis prudent, parce que je suis prudent de nature. En fait, je fais rien quand je contrôle pas. Je suis presque une poule mouillée, on peut dire, tu vois. Donc, du coup, ça, c'est le... Mais c'est vrai que l'escalade, tu es beaucoup dans le contrôle. C'est quand tu grimpes, tu fais beaucoup les choses dans le contrôle. Genre, ça, moi, de toute façon, ce que tu fais, c'est de la grimpe en stat. Tu vois, tu vas pas t'envoyer un énorme jeté avec un énorme risque à je sais pas quelle hauteur. Après, Sauf quand tu fais du parcours et que tu sautes entre deux immeubles. Mais c'est... En fait, je fais que des choses quand je suis vraiment sûr de moi et quand je sais que je maîtrise les paramètres. Pas un côté où il y a une chance sur 10, tu vois, une chance sur 100. Enfin, évidemment, il y a toujours un côté hasardeux. Il y a toujours dans la vie, tu vois. Je veux dire, tu passes sur l'autoroute, un pneu qui crève et ça te fait rentrer dans une voiture à contresens, enfin qui est dans l'autre voie. Mais globalement, ouais, c'est quand même évidemment. Je grimpe pour cette raison. Je grimpe pour retrouver du contrôle. Donc ça n'a aucun sens de mettre dans un danger un contrôle. Enfin, tu vois. Incontrôlable, ouais. Mais du coup, voilà, mes parents me connaissent. Donc en fait, ils savent aussi les raisons, le pourquoi du comment je fais ça, la manière dont je le fais. Donc, c'est pas non plus comme si de nulle part, tu vois, ils voyaient quelqu'un qui joue à la roulette russe, quoi. Ça aide aussi. Tu vois. Par rapport à la grimpe en solo urbain, j'ai déjà vu dans différents médias qu'il y avait eu quelques accidents qui se sont produits. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors, justement, c'est un sujet qui est assez important. Puis déjà, on parle d'accidents tragiques aussi. Ouais. Et en dehors de mon côté un peu égocentrique, mettre du mensonge, tu vois, sur des accidents tragiques, je trouve ça honteux. Il y a beaucoup de médias qui font ce jeu-là. Pourquoi tu dis du mensonge? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un seul accident mortel de grimpeur en free solo urbain pour l'instant. Il y a eu des photographes ou ce qui s'appelait début d'année 2000 des daredevils. C'est-à-dire des gens qui s'amusaient à risquer leur vie, comme moi je risque ma vie aussi, mais pas en grimpe, plutôt tu vois, des gens qui font du skate au bord du vide, qui s'amusent à faire des roulades au bord du vide, même pas des athlètes de parcours, hein, juste des gens qui risquent leur vie et généralement... Donc des gens qui sont même pas initiés en plus à la base à une pratique ou autre Ni calisthénie, ni escalade, ni parcours. C'est un peu du pile ou face pour eux quoi en soi. C'est beaucoup de pile ou face, c'est beaucoup de sensations de contrôle mais souvent injustifiées malheureusement. Et là en l'occurrence, quand le dernier en date, l'accident tragique qui a eu lieu, c'était même pas quelqu'un qui se prétendait quoi que ce soit. C'est dramatique, c'est un mec qui est mort, évidemment c'est une tragédie, quelqu'un qui meurt. Et les médias ont récupéré l'histoire en expliquant que c'était quelqu'un qui est mort en essayant d'escalader un gratte-ciel de 500 mètres, alors que c'était un photographe qui était à l'intérieur du building. Ça, je pensais pas, parce que moi, n'étant pas interne à la discipline, moi, je vois ce qui se passe sur les médias ou sur les réseaux, etc. Bien sûr, ouais. Et parfois, je vais pas forcément en profondeur dans des articles, parce que tu sais, des fois, on voit tellement de news que tu lis les gros titres et tout. Et c'est vrai que quand tu vois des gros titres qui sont un peu... sensationnels et dangereux et qui annoncent des tragédies ou autre, la plupart du temps, en fait, c'est déformé, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Quand t'as un gros titre qui dit « Un grimpeur urbain meurt en essayant de grimper un gratte-ciel de 500 mètres et chute », et que la réalité, c'est que c'est un photographe qui est à l'intérieur du building, qui a pris l'ascenseur, qui prenait des photos et qui, étant poursuivi par la sécurité du building, décide de sortir par la fenêtre pour se cacher et tombe à ce moment-là. C'est pas du tout les mêmes faits. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes... Et malheureusement, les médias, en sachant parfois par ignorance, mais souvent par volonté de raconter n'importe quoi pour plus de clics. Pour du clic, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont payés au clic, les médias, et au temps passé sur leurs articles. Surtout depuis l'ère d'Internet, où maintenant, voilà, c'est combien de pubs pour être vu sur ton article, quoi. Et ça, c'est un vrai problème en fait. C'est un vrai problème déjà en premier lieu parce que faire de l'argent sur la mort de personnes, enfin je veux dire, c'est. D'un point de vue éthique, c'est déjà très il y a une place prévue en enfer pour ces gens-là, quoi, déjà.
Et c'est vrai que d'un point de vue moins important, mais plus égoïste pour moi, oui, ça nuit à ma discipline. Enfin, je veux dire, quand t'as les tragédies qui sont utilisées pour faire croire que c'est la grimpe urbaine en solo, alors que ça n'a rien à voir, ouais, ça me pose souci. Ça nuit aussi à l'escalade, parce que dans la grimpe en solo, il y a l'escalade, et l'escalade, du coup, on dit, ouais, ceux qui font de l'escalade, ensuite, ils vont faire n'importe quoi, grimper des tours et tomber. Ouais, c'est vrai que ça nuit à tout le monde. Et du coup, c'est vraiment le rôle médiatique qui est un peu à mettre en question aussi par rapport à tout ça, tu vois, parce que comme pour Honold, t'as ce côté très sensationnel de grimpe free solo urbaine live Netflix. Ça pousse de ouf. Oui, et puis il y a les des titres ponts entre les disciplines, et puis il y a aussi des gens, et ça, je vais te dire, dans la discipline du rooftoping et de l'urbex, je suis pas apprécié par tout le monde, parce que il y en a qui volontairement continuent de perpétuer cette confusion entre faire des photographies en haut du building, voire depuis l'intérieur du building, avec le fait de grimper en solo un gratte-ciel de A à Z par la façade, ce qui n'a rien à voir. Mais il y a certains rooftopers qui volontairement entretiennent la confusion pour plus de clics, pour plus de notoriété, pour plus de validation du public extérieur, parce qu'ils savent très bien que les gens qui ne grimpent pas ne voient pas les différences. Et même les gens qui grimpent, parfois, ne voient pas les différences, parce que oui, c'est spécifique, tu vois. Tu peux pas savoir. Quand tu fais croire que tu as grimpé tout le gratte-ciel, alors tout ce que tu fais, c'est une planche et puis le haut du toit, même moi, tu vois, si tu pas plus de contexte, je me dis, putain, il est fort, il a grimpé le gratte-ciel, surtout s'il dit, j'ai grimpé tout le gratte-ciel. Donc il y a des gens qui volontairement entretiennent cette confusion, et les médias, qui derrière, dès qu'il y a une tragédie, utilisent ça pour faire plus de clics et faire croire que c'est notre discipline à nous, ça les arrange bien. En fait, ça arrange tout le monde, sauf nous et surtout les gens qui sont décédés dans les tragédies où leurs noms sont utilisés pour faire plus de clics et d'argent, quoi. Je te dis un truc, par exemple, moi, dans la tragédie dont j'ai parlé tout à l'heure, on va pas dire le nom, etc., mais ma photo, mon portrait, ma photo, même pas une photo de moi qui grimpe, mais ma photo, tu vois, un portrait de moi, a été utilisée associé pour un article pour annoncer la mort de quelqu'un, justement. J'ai vu ça, mon premier réflexe, c'était d'appeler mes parents pour leur prévenir, pour leur dire que non, j'étais pas mort. Toi, tout va bien, ouais. Ces mecs-là n'ont aucune limite. Ces mecs-là n'ont aucune limite, en fait. Franchement, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, je fais pas souvent des coups de gueule en public, mais là, j'ai fait un coup de gueule. Et le pire, c'est que mais les gens qui font du rooftoping, pas les gens, pardon, certaines personnes, vraiment, c'est une minorité. Et c'est une minorité, c'est des créateurs de contenu, des influenceurs. Je parle pas du mec qui va faire du rooftoping pour le kiff, tu vois. Non. Mais le gros influenceur qui va faire du rooftoping, allez, c'est quoi, je dis non, c'est bon, je m'en fiche. James Kingston, Alilo, etc., ces mecs-là, ils seront bipés. Moi, je sais, tu peux pas les biper, hein. Ouais. Alilo, James Kingston, ces mecs-là, ils savent très bien qu'en mentant, ils vont avoir plus de clics. Ils savent très bien qu'en entretenant la confusion, mais ça va être dans leur sens, parce que pour quelqu'un qui est pas sportif, ce qu'ils font, ça paraît infaisable, ça paraît même plus impressionnant que ce que moi je fais. Ouais. Donc évidemment qu'ils ont intérêt à dire, j'ai grimpé un gratte-ciel d'1 kilomètre de haut, 2 km de haut, allez, 3 km, c'est bon, il n'y a pas de limite, tu vois. Évidemment que c'est dans leur intérêt. Mais à l'inverse, du coup, forcément, moi, j'en veux pas aux gens comme toi, qui, quand il y a une tragédie, pensent que ça vient de la grimpe en solo, mais parce que ces personnes-là volontairement font l'amalgame, les médias font volontairement l'amalgame. Moi, je suis là tout seul à dire, non les gars, en fait, c'est comme mélanger le skate et le parcours, tu vois. Quand tu as un accident de skate, on va pas dire que c'est la faute du parcours, tu vois. Et puis le côté éthique de ces médias, c'est devrait être le plus important. D'ailleurs, c'est que moi je parle de ça parce que c'est égoïste, c'est pour moi, c'est pour les disciplines que mais utiliser la mort de quelqu'un pour faire des clics, c'est toujours ignoble de toute façon. Et tu vois, j'ai l'impression que les médias, en fait, eux, ils s'alignent sur ce que veulent les gens, tu vois, en termes de clics. Du coup, j'ai l'impression que moi, c'est la société qui dicte un petit peu le côté extrême, qui est repris en gros ensuite par les médias pour faire des titres un peu très choc, pour que ça fasse cliquer. De toute façon, tout ce qui est le plus choc et qui interpelle, c'est ce qui fait plus cliquer qu'un truc positif. De toute façon, tu le vois quand tu discutes avec quelqu'un, généralement, aussi, quand il y a quelqu'un qui t'a saoulé, tu parles plus facilement de la personne qui t'a saoulé que du moment positif que tu as passé dans ta journée, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme, je sais pas si tu as vu Squid Game. J'ai pas vu là. Squid Game, en gros, c'est spoiler alerte pour tous ceux qui l'ont pas vu, mais c'est parce que ça reprend beaucoup ça. En fait, t'as plein de séries coréennes qui reprennent beaucoup ce côté problème de société du spectacle mais ils le mettent sous forme de jeu combat à mort, tu vois, pour vraiment mettre en perspective des jeux très simples
avec le côté un peu pervers de la société qui les pousse à faire des choses. Pour Squid Game, globalement, à la fin, non mais c'est vrai, t'as plus de 400 personnes qui s'affrontent pour qu'il n'en reste plus qu'un et c'est des combats à mort sur des jeux successifs, globalement. Et en fait, tu te rends compte de pourquoi ils font ça. Ils font ça parce que, à la base, tu vois, c'est une société qui met ça en place, parce qu'à la base, c'est des gens qu'ils appellent des VIP, donc des gens qui ont énormément d'argent, qui savent plus quoi foutre dans leur vie, qui sont blasés de tout, et du coup qui alignent des énormes billets pour voir des gens risquer leur vie pour gagner de l'argent et pour eux leur faire du divertissement. Et ça c'est un peu ça, mais du coup tu vois ça met vachement en lumière le fait que la société peut pousser de ouf des gens à faire des trucs pour avoir des gros titres, pour avoir des machins, mais dans l'extrême. Je vois tout à fait du coup, ton parallèle avec Honold, du coup, hein. de risquer leur vie en fait, tu vois, c'est ça. C'est le côté risque de vie en direct, tu vois, parce que eux ils regardent en direct aussi dans Squid Game. C'est pour ça que tu as cette dimension, moi, où ça m'a fait genre. Tu vois, c'est un peu comme Hunger Games. Je sais pas si tu as vu Hunger Games. Tu vois, c'est ça, c'est aussi des combats à mort entre différents districts. Oui, pour amuser une élite. C'est ça, pour amuser une élite. C'est ça. Il leur reste que ça pour s'amuser, parce que les mecs ils se gavent déjà de tout le reste. Donc, mais élite ou non, élite, en fait, c'est la société, tu vois, globalement, qui se gave de toutes ces informations ce serait de penser que ça ne concerne que le voisin. Voilà. Donc, et que les médias reprennent pour avoir du clic pour avoir l'argent, parce qu'on fonctionne dans une société qui a besoin d'argent. Et du coup, la faute à qui? La faute à la société, aux médias, aux pratiquants, au cumul de tout. Tu vois, genre, c'est compliqué. C'est une responsabilité individuelle, on ne peut pas en vouloir. Bien sûr, on est toujours un peu influencé par la société, mais enfin, la société, c'est surtout le produit de qui on est. Hein. C'est surtout, moi, je suis partisan de cette pensée-là, qu'on crée la société. C'est pas la société qui crée les hommes, c'est les hommes qui créent la société. Même si c'est à vase communicant, bien sûr. Mais je vois tout à fait du coup ce que tu veux dire. Pardon, je t'avais coupé dans ton explication pour te dire, parce que c'est vrai que ça m'est venu d'un coup. Je comprends tout à fait du coup là où ton discours par rapport comme je disais Honold, c'était par rapport au solo d'Honold sur Netflix. Effectivement, on est complètement là-dedans. Et là, c'est là où c'est plus du tout un débat entre nous, parce que je te rejoins à 100% en fait. Je te rejoins à 100% et c'est vraiment dramatique ce truc-là. Ce qui me fait peur, moi, je vais dire, c'est qu'en fait aujourd'hui, on est arrivé à un point où le spectacle, c'est génial. C'est super un spectacle, c'est fantastique. On a besoin de ça, nous, êtres humains, tu vois. Dès qu'une société, se développe, tout d'un coup, elle veut se divertir et il n'y a rien de mal à ça, c'est génial. Le souci, c'est que en fait, maintenant, on s'en fiche de savoir si c'est réel ou pas. La réalité et le spectacle ont juste complètement fusionné. Et ça pose un problème. Alors, c'est une autre question ouverte, tu vois. À l'heure aujourd'hui où la réalité peut être complètement trompée avec l'IA, complètement, mais qu'est-ce que ça va produire en fait? Parce qu'à la limite, l'IA peut tromper la réalité. Ok, si nous, en tant qu'être humain, en tant que société, on était attachés à la réalité comme concept. Bon, voilà. Mais là, maintenant qu'on n'est plus attaché au concept de réalité, et en même temps, il y a une technologie qui nous permet de surpasser, de transcender la réalité. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai peur pour l'avenir là-dessus. Mais bref, c'était juste une parenthèse, mais j'ai peur pour l'avenir. Maintenant, dans ce que tu dis, intéressante, mais c'est assez flippant, quoi. Mais pour répondre à ce que tu disais, complètement. Moi, c'est ça qui m'embête. Je vais te dire un truc, bien sûr. Si j'étais à la place d'Honold et que j'étais tout puissant, je leur dirais les gars, faites un docu à la place. Bien sûr. Je veux dire, et j'imagine qu'Honold aussi, il préférerait faire un docu, tu vois. Mais si j'ai été à sa place, j'aurais fait le projet, bien sûr. J'aurais mis de l'eau dans mon vin. Mais j'aurais mis de l'eau dans mon vin parce qu'évidemment, ce truc-là, ça me fait peur. Moi, j'ai fait des projets avant où j'ai dû aussi mettre de l'eau dans mon vin. Et je me disais, putain, c'est le spectacle, quoi. The show must go on. Du moins qu'il y ait la poudre dans les yeux, c'est bon. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous, les sportifs de l'extrême, on est là pour montrer ce que l'humain est capable de faire dans la vraie vie. Et voir que progressivement on se désintéresse de la réalité, qu'en fait la réalité n'est plus qu'un grand divertissement, la vie n'est plus qu'un grand divertissement à ciel ouvert. C'est très flippant et ça mène à des dérives que tu décrivais justement. J'ai pas vu Squid Game, tu vois, je vais peut-être le regarder parce que moi c'est des sujets qui me travaillent justement et je pense que Squid Game justement me parlerait par rapport à ça, et ce que tu dis c'est super intéressant. Et en fait, j'ai rien à rajouter, t'as tout dit en fait. T'as tout dit, je peux rien à rajouter en fait, t'as tout dit. Je te dis, t'as plusieurs séries coréennes comme ça, t'as Alice in Borderland, Squid Game, The 8 Show. C'est ça le truc avec les 8 étages, The 8 Show, c'est que des sujets qui dénoncent la société, mais dans le même délire, tu vois. La plateforme aussi, ça dénonce dans le même délire. Tu vois, c'est toujours des dénonçations de société. Moi j'aime bien.
parce que ça fait réfléchir. Et c'est vrai que ça montre à quel... Tu vois, en soi, tu as des épisodes de Black Mirror aussi qui peuvent pousser des concepts un peu loin. Ben voilà, moi je trouve que la société, elle pousse des fois les curseurs un peu trop loin au risque de la vie de certaines personnes et que c'est pas nécessaire, tu vois. Surtout si pour Alex Honnold, comme tu dis, c'est peut-être quelque chose qui sera très probablement encadré. Ça se trouve sur les côtés, il y aura des gars en rappel prêts à intervenir mais qui seront pas dans le champ et du coup on les verra pas. Tu vois, ils peuvent pas, je pense, de façon technique mettre un filet ou quoi que ce soit en dessous au cas où, mais c'est sûr qu'ils ont prévu énormément de dispositifs de sécurité. Tu m'as fait changer d'avis sur ça. Sur quoi? Là, à l'instant, ce que tu as dit, tu vois, tu m'as fait changer d'avis. Parce que ça fait très cinéma, tu vois. Complètement. Déjà, oui, puis je vais dire un truc. Alors, déjà, pour donner un exemple de aujourd'hui, la réalité. Alors, ce que je vais dire, ça va peut-être te faire rire. Ça va peut-être vous faire rire derrière votre écran, mais il y a une bonne partie de la population mondiale qui pense que Tom Cruise a réellement grimpé le Burj Khalifa. Ah ouais, Le mec a fait un solo le Burj Khalifa. Et ça peut pas être rigolo, mais on parle pas d'une petite minorité. Genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que Tom Cruise a grimpé en solo le Burj Khalifa. Genre, est-ce qu'ils le pensent vraiment? Ou est-ce qu'en réalité, ils s'en fichent? Est-ce qu'ils ont besoin juste de rêver, d'y croire? Voilà, c'est ça. Ils veulent y croire. Ils ont besoin d'un fantasme, Ouais. Après, on a tous besoin de rêves. Et moi, j'étais bien content de penser que c'était vrai quand j'avais 5 ans et que je regardais Tom Cruise grimper. À l'époque, je pensais que c'était vrai et je suis bien content d'avoir cru que c'était vrai. Mais à échelle globale, il y a quand même un moment où faudra dire ok, ça c'est du spectacle et ça c'est la réalité. Parce que à ce moment-là, si la réalité est malléable, ceux qui la maîtrisent, ceux qui contrôlent la réalité, mais qu'est-ce que ça va donner plus tard, tu vois? Là, je parle pas d'escalade ou de mon business ou de la grimpe, je te parle de problèmes vraiment plus importants, tu vois? Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Mais pour te répondre, tu m'as complètement fait changer d'avis parce qu'en fait, tu m'as dit en gros, tu vois, ça va être encadré, etc. Mais ce qui compte, c'est derrière qu'il y a le spectacle de est-ce qu'il peut tomber. Et t'as raison, les gens vont... Alors, Netflix et Honnold, ils savent qu'il va pas tomber. Voilà. Quand je dis il va pas tomber, c'est 0,0001% de chance qu'il va tomber. Donc en gros, ça vaut le coup. Alors, c'est la balance. Honnold, il y va confiant, et Netflix, ils disent bon, la balance est intéressante pour nous, donc on le fait. Et moi, je me suis dit du coup, bah finalement Netflix, ils savent qu'il va pas tomber, donc c'est pas des méchants, tu vois. Voilà, la prod, enfin Netflix, c'est pas Netflix, c'est la prod derrière, etc. J'imagine qu'il y a une prod. Finalement, c'est bien intentionné. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que ça peut être bien intentionné autant qu'on veut. Comme tu l'as dit, le message derrière, le principe derrière, c'est de jouer avec, transformer le risque de mort en spectacle. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là-dessus, je te rejoins. Moi, j'avais une pensée qui était plus pratique, moins conceptuelle. Je me disais, bah, en pratique, le mec, il va pas tomber. Donc, c'est bon, le côté éthique est respecté. Point. Je n'étais pas allé aussi loin que toi dans la réflexion de me dire, mais en fait, même si le côté éthique est respecté, derrière, ça joue sur le ressort d'utiliser la vie d'un individu comme spectacle. Tu vois, comme si justement la vie n'était pas importante. Et ça me dit long sur... Parce que il y en a pour qui la vie des autres c'est vraiment un spectacle, tu vois. Il y en a, ça les fait rire de regarder du contenu de gore sur internet, mais tu vois le drame qu'il y a eu à Caen récemment par exemple. Je veux dire, il y a des gens qui, au lieu d'aider, et quand je dis aider, c'est pas compliqué, il y avait un bouchon de 3 personnes, tu en tires une et les gens sortaient. Donc si tu veux, il suffisait d'une personne qui a 4 ou 5 secondes de son temps, qui n'avait pas risqué sa vie, qui avait juste à tirer le bouchon, c'était terminé. Il y avait en tout cas au moins beaucoup moins de morts. Et il y a pas une personne, mais de nombreuses personnes qui sont restées devant, se sont amusées à filmer, en rigolant, etc. En fait, aujourd'hui, c'est encore un exemple de ce truc-là, c'est aujourd'hui, on est tellement dans une société où plus rien n'est pris au sérieux, tout est transgression, tout est blague, tout est spectacle, en fait, on arrive au point où la chose la plus sacrée, ce qui est la vie humaine, devient elle-même une source de spectacle, doit être quelque chose, le dernier truc un peu sérieux, on le transforme en spectacle, en show. C'est vrai que là-dessus, le projet effectivement avec Honnold, c'est vrai que j'ai pas vu les choses à ce point-là, tu vois, mais tu m'as fait voir les choses différemment. Maintenant, bon, c'est un symptôme. Mais ça, tu vois, c'est ce côté curiosité morbide qu'on appuie. Et moi, ce qui me perturbe, tu vois, et c'est ce que je reproche à beaucoup de sociétés de multinationales, tu vois, je veux dire, qui étaient dans ça, c'est que, tu vois, elles engagent aussi beaucoup de psychologues pour comprendre le fonctionnement du cerveau, pour pouvoir un peu manipuler les gens par rapport à des algorithmes, par rapport à plein de trucs. Et la curiosité morbide fait partie d'un biais psychologique humain ultra puissant, si ce n'est le plus puissant, parce que historiquement, nous on a survécu, notre espèce a survécu grâce à ça, grâce à cette peur, grâce à ces trucs. Et en fait, peu importe ce qui se passait dans un groupe d'individus, s'il y avait un danger qui arrivait, tout le monde était
conscient de ce danger. Et tu vois, si tu as ce côté curiosité morbide, c'est ce qui fait que ça crée des énormes embouteillages. Sur la route, tu as un accident de la route, tu as tout le monde qui regarde, soit par curiosité, soit pour aider, soit pour machin, mais t'es obligé d'avoir un truc qui se passe, tu vois. Et vu que Netflix, je trouve, joue trop par rapport à ça, moi, c'est ce qui me perturbe de à quel point on manipule un peu le cerveau des gens pour faire du faux et de l'argent, tu vois. En vrai, je pense qu'on a pas mal abordé à la fois le sujet du free solo, ton expérience, le rapport avec le documentaire qu'on a eu et les différentes visions qu'on a, les problématiques liées à la société du spectacle qui en découlent, etc. Franchement, je trouve que c'était taquin intéressant de faire cet épisode de podcast avec toi. C'est la première fois en plus que je fais ça sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien ça ou pas. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a ton point de vue qui est vraiment le point de vue d'un pratiquant. Moi, il y a mon point de vue qui est vraiment le côté safe, grimpeur traditionnel, on va dire. Mais je suis intéressé, curieux, mais je trouve que c'est important quand même de sensibiliser et ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Surtout de mettre du contexte avant que ça se passe. Je trouve que c'est très intéressant parce que sinon, tu regardes le... Surtout qu'en plus, on parle des grimpeurs. Voilà, exactement. Donc ouais, franchement, j'ai kiffé faire cet épisode avec toi. J'espère que tu as kiffé aussi. Plaisir partagé, c'était super cool. Et puis c'est intéressant, tu as fait évoluer un peu mon point de vue, tu vois. Donc je suis assez content de cet échange. C'est trop cool. Trop cool. Si les gens veulent te retrouver quelque part, c'est quoi? C'est plutôt sur les réseaux je sais pas si je dois encourager à ça, mais en soi, c'est ta pratique. C'est la personne que tu es, tu as exprimé bien ton point de vue, etc. En fait, tu vois, les gens savent maintenant, tu vois, ils savent, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi là-dessus, je pars du principe que plutôt que de me censurer, cacher ce que je fais, parce que ce que je fais, ça existe, prendre des risques, ça existe, les sports extrêmes, ça existe. Je suis pas unique, tu vois, j'ai pas la prétention de penser que je suis seul, tu vois, donc à partir de maintenant, je pense que la meilleure chose à faire, au lieu de le cacher, c'est de le montrer entièrement, montrer tout, et pour le coup, pas omettre des choses. Et c'est pour ça aussi que les réseaux sont importants, pas juste pour ma petite personne, mon business, ou même, le premier, c'est présenter ce que j'aime avec une vision, tu vois, esthétique qui me plaît, mais aussi montrer la réalité, l'envers du décor, l'intégralité sans omettre des choses pour que les gens comprennent moi je fais ça, mais il y a ça aussi derrière, il y a l'entraînement, il y a les risques, j'essaie de montrer un peu l'intégralité. Donc c'est vrai que pour le coup, les réseaux aussi là-dessus, c'est un avantage. Et donc pour te répondre, alors pour les réseaux sociaux qui veulent encore de moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, surtout sur Instagram, en fait que sur Instagram aujourd'hui. Voilà, donc Instagram, je mets des formats longs où je mets plus de cœur dans ce que je fais. Mes meilleures vidéos ont été supprimées en même temps que mon YouTube, mais j'ai quelques formats longs qui restent sur Instagram. Et puis c'est là que je montre aussi l'envers du décor, les entraînements, la vie quoi, un Instagram classique de toute façon. Voilà, quoi. Trop bien, ta démarche, tout le process et tout. Alexis Lando sur Instagram. Trop cool. Eh ben, j'espère que tu as kiffé. J'ai trop kiffé, encore plaisir, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Au plaisir peut-être de grimper dans des vraies salles ensemble, parce que moi je dirais pas grimper sur autre chose que de la salle, mais ça pourrait être intéressant aussi de voir ton entraînement en salle. Et puis j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode un peu plus format podcast. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux d'Alexis et à ma chaîne YouTube, tous les liens sont en description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.